Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui nous recevons notre première humoriste, Marina Rollman. Née le 9 août 1988 à Genève, elle s'est d'abord consacrée à des études en architecture puis en lettres classiques. C'est en regardant le spectacle de l'américain Jerry Seinfeld qu'elle décide de devenir humoriste. Mais après un échec en 2009, elle décide de retenter sa chance en 2013 dans une première scène ouverte en Suisse, puis elle fera des chroniques à la radio et à la télé. L'année suivante, elle participe au Festival du Rire de Montreux, au Jamel Comedy Club, puis elle fera les premières parties de Gad Elmaleh. Nouvelle génération d'humoristes féminines, choisissant l'humour noir, ironique mais tendre à la fois. Elle réussit même à faire sa place dans la bande originale de Nagui sur France Inter. Donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sans plus attendre, voici Marina Rollman. Bonjour Marina, comment vas-tu? Mais ça va très bien, merci et toi? Eh oui, super, hein. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur la chaîne du Forum de la Venoge, hein. Alors pour te présenter en quelques mots, hein, tu es humoriste, genevoise d'origine, tu as fait tes études en Suisse et à Paris, hein, en architecture et en lettres classiques, hein, je crois. Moi, je ne sais pas aller très loin. C'était vraiment des débuts d'études, mais c'est jamais allé beaucoup plus loin que ça. Non, ça t'intéressait pas d'être dans un bureau assis et puis… Ouais, j'étais un peu impatiente. Je suis pas très disciplinée, je crois, en fait. J'aimerais bien avoir ça en moi, mais non, j'admire les gens qui font des études, mais c'est pas trop ma tasse de thé. D'accord, alors justement, tu as ta chronique aussi, hein, sur France Inter. Alors, mais j'ai envie de te poser la première question. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait d'être humoriste en fait? Quel était ton déclic? En fait, quand j'avais 20 ans, je suis tombée sur un spectacle de Jerry Seinfeld, qui est un humoriste américain, qui s'appelle I'm Telling You for the Last Time. Et puis, c'était une période où justement, je me cherchais un peu entre les études et différents boulots. Et tout à coup, ça a cliqué parce que je crois que je me suis rendu compte que c'était des choses, le stand-up, que je faisais déjà un peu naturellement. C'est-à-dire, j'aimais déjà bien écrire. J'avais un esprit assez… j'aimais bien les dissertations, argumenter, être analytique. Je crois que j'étais assez rigolote. Tout à coup, en le voyant faire, je me suis dit, ah, ça, je peux faire. Et voilà, mais ça, c'était il y a 11 ans. Et entre-temps, j'ai essayé une première fois, c'était raté. Enfin, je veux dire, ça a été une route pleine de petits accidents comme ça. Mais au final, voilà, ça a plutôt bien tourné. Ouais. D'ailleurs, est-ce que ça, en tant que Suisse et femme, est-ce que c'était facile de faire sa place à Paris? En fait, l'humour francophone, depuis quelques années, je crois, c'est un peu généralisé. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de Québécois qui travaillent en France, il y a des Français qui vont bosser au Québec, et il y a des Belges qui bossent sur des radios françaises. Donc, je crois qu'en fait, ma génération d'humoristes, les gens qui font ça depuis 5-10 ans, euh, ont vu, peut-être parce qu'ils avaient grandi justement avec cette idée du stand-up et que donc déjà, ils avaient l'impression qu'ils importaient un peu une forme, se sont rendus compte qu'on s'élevait les uns les autres et que c'était plutôt… source une émulation assez positive de pouvoir traverser un peu les frontières. Donc, moi, le côté suisse, ça n'a jamais été un problème. En plus, je suis franco-suisse, donc moi, c'est pas une ville que je trouve Plus très facile. difficile à naviguer, Ouais. Paris. C'est une ville que je connais depuis toujours, enfin voilà. Et après, femme, oui, c'est difficile, mais c'est difficile comme dans énormément de métiers, c'est difficile comme dans la vie. C'est, c'est, euh, euh, C'est pas une oui, le exception, monde est enfin. encore un peu sexiste, quoi, donc Ouais. ça se ressent dans plein de trucs, mais voilà. Ouais. D'accord. D'ailleurs, il y avait un sketch auquel que je me suis vraiment beaucoup reconnu, c'était l'attentat laitier. Alors, Ah ouais, la politrice suisse à je te, Paris. je te C'est un pro- vrai. Non, mais c'est extraordinaire. Ah, pardon, tu voulais dire quelque chose. Je non, te non, je te coupe, propose qu'on regarde juste un petit extrait et on bien enchaîne. sûr. Je me suis rendu compte récemment parce que l'autre jour j'étais à la gare à Paris et je marchais comme ça. Et il y a une petite touriste qui passe à côté de moi et sans faire exprès elle me renverse un peu de yaourt sur le pied. Et quel est le mot qui sort en premier de ma bouche de connasse de Suisse? Pardon. C'est moi la victime de l'attentat laitier et j'ai dit pardon. Et le problème, c'est que c'était une touriste suédoise et Suisse plus Suède, on a failli créer un trou noir tellement on s'excusait les deux. Oh, c'est moi, quelle idée d'avoir des pieds. Voilà, donc l'attentat laitier, hein. Donc, raconte-nous un tout petit peu justement. Est-ce que c'est une Mais vraie non, mais anecdote? c'est vraiment. Je sais plus qui est-ce que j'ai regardé récemment. Je sais plus si c'était Yann Marguet ou les Vincent récemment qui définissaient un Suisse comme celui qu'on pousse et qui dit pardon. Et très clairement, c'est vraiment… Non, mais c'est un trait quand je me rends compte. Et en plus, les femmes ont tendance à s'excuser un peu pour rien aussi. À chaque fois qu'on rentre dans une pièce, on demande pardon. Mais je dis femme plus Suisse. C'est vrai que on est des machines à faire ça. C'est incroyable. Ouais, c'est À vrai, je me chaque… suis vraiment Mais tout reconnu, le hein. temps, partout. Donc oui, je m'excuse trop pour Paris.
J'ai la chance, je parle vite depuis toujours. Donc, en fait, je crois que je parlais un peu vite pour les Suisses à la base. Je parle encore un peu vite pour les Parisiens. Mais donc, ça va. C'est pas trop, on ne sent pas trop ma suissitude là-dedans. Mais ouais, les excuses, les comme tu veux, ouais. Mais c'est plutôt bien d'être une nation qui est connue pour ça au final, hein. C'est pas C'est un vrai. trait trop désagréable. Après, je pense que quel que soit le pays, les grandes villes, à partir d'une certaine taille et de densité aussi de population, parce que Paris, c'est pas seulement une grande ville. En fait, c'est pas une immense ville en termes de population totale, mais c'est une ville hyper dense, les gens sont les uns sur les autres. Je crois que ça crée une certaine nervosité, effectivement. En fait, mais cela dit, je trouve que Paris s'est vachement adouci ces 10-15 dernières années. C'est moins violent que ça l'était à une certaine époque. Peut-être parce que justement, ils ont vécu des trucs durs ces dernières années et que ça a un peu... les gens se sont rendus compte que c'était pas la peine comment dire, de rendre le quotidien encore plus rêche. Enfin, ils se rendaient compte que de toute façon, il y a des merdes qui nous arrivent, donc autant ne pas être désagréable avec les gens les uns les autres. Mais finalement, elle est assez chouette à vivre aussi, cette vie. C'est un très bon entre-deux de pouvoir avoir un pied en Suisse et un pied en France. Il y Tout a à des fait. avantages et des qualités des deux côtés. Bien sûr. Oui, alors c'est vrai, alors au tout début de ta carrière en 2009, comme tu l'as dit, c'est vrai que ça n'a pas été facile, hein, ça a mal démarré, ce qui peut arriver, hein, bien sûr. Mais tu n'as pas lâché, hein, tu t'es battu, tu es revenu sur scène. Quelle était cette influence justement quand tu es revenu? Tu t'es dit, mais moi je veux vraiment faire de la scène. Ben, en fait, moi, j'ai vraiment essayé une première fois, ça a raté. Et c'est là où j'ai été stupide, c'est que justement, j'ai arrêté. C'est-à-dire que moi, la première fois où ça a raté, ça m'a tellement... je pense que j'avais des attentes trop hautes et je pense que Ouais. l'humour sur scène, ça fait partie de ces métiers, mais j'imagine C'est comme difficile, plein d'autres hein. choses. Ouais. Même pas difficile, mais en fait, on apprend devant les gens. Donc, si on n'est pas prêt à se planter et si on voit ça comme une espèce d'épreuve absolue, on ne s'en relève pas. Et moi, je crois que j'étais partie trop, je sais pas, perfectionniste dès le départ ou un truc comme Mm. ça. Et donc, là où j'ai un peu perdu 5 ans, je les ai peut-être pas perdus parce que j'ai mûri entre-temps, etc. C'est que vraiment, je suis montée une première fois sur scène, c'est pas très bien passé, mais comme pour beaucoup de gens. Et ça m'a tellement traumatisée que pendant 4-5 ans, j'en ai plus refait du tout, ce qui était une bêtise. Et donc, je pense que le seul truc qui continuait à me travailler entre les deux, c'était l'ego. C'est que j'avais toujours un coin de ma tête, et puis genre, mais quand même, j'aimerais bien remonter et que ça se passe une fois bien. C'était juste un truc que je Ouais. voulais me prouver à moi-même. Au final, en remontant 5 ans plus tard, ça s'est bien passé tellement bien que j'ai trouvé ça très agréable et j'ai voulu continuer. Mais je- la leçon, plutôt que la persévérance, moi, si je devais retourner en arrière ou si je devais dire quelque chose à quelqu'un qui essayait un truc qui lui faisait peur au départ, ce serait plutôt si la première fois n'est pas parfaite, c'est vraiment pas grave. En revanche, ce qui est dommage, c'est de perdre 5 ans en se disant on n'ose plus le faire parce qu'on s'est Ouais. planté une première fois. Donc, il faut remonter un sel un peu vite, quoi. Ou en tout cas, il ne faut pas avoir de trop grandes attentes pour la première fois où on fait un truc. Si à chaque fois qu'on fait un gâteau pour la première fois ou un truc comme ça, s'il n'était pas parfait, on décide d'arrêter tout de suite. Enfin, je veux dire, on ferait rien, quoi. Donc, voilà, c'est Ouais. OK de se planter, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis maintenant, bah, c'est vrai que moi, je regardais encore tout à l'heure, hein, tu fais des millions de vues hein, sur YouTube. C'est juste impressionnant. Ouais. Le Montreux Comedy Club, tu as passé au Jamel Comedy Club. Et maintenant, Ouais. c'est un peu une sorte de vengeance, un petit peu. Euh, ouais, disons, en tout cas, enfin, c'est drôle parce que la raison pour laquelle je suis remontée, je crois, c'est que je m'étais dit, je vais juste essayer de le faire une fois bien. Et en fait, ça m'a rattrapée parce qu'une fois que c'était bien, c'était assez agréable à faire. Donc voilà. Ouais, c'est une vengeance. En tout cas, ce qui est cool, c'est que j'ai, comment dire, euh, un truc que je pensais vraiment ne pas pouvoir faire, je me suis rendu compte que finalement c'était possible. Donc, en tout cas, vengeance ou mûrissement de ah oui, c'est toujours très agréable quand on apprend des choses sur soi. Je pensais vraiment pas que je pouvais aller plus loin que là. Et en fait, il y a encore une étape après, j'y arrive. Après, les millions de vues, il y a plein de gens qui en font. Il y a énormément de gens très doués. J'ai de la chance parce que c'est aussi ça, quand on est sur des plateformes comme la chaîne YouTube du Montreux Comedy Festival ou le Jamel, c'est plutôt leur notoriété à eux qui redéborde sur moi. Donc, j'ai de la chance d'être invitée dans des endroits comme ça. Mais oui, ça va pas trop mal. Non, non, c'est cool, je suis contente, c'est bien. Donc en 2017, hein, on te retrouve sur France Inter dans une chronique, hein, la bande originale présentée par Nagui. Mhm. Explique-moi un tout petit peu comment ça s'est passé, comment tu t'es retrouvé sur France Inter. Bah, en fait, moi, je faisais des chroniques sur Couleur 3 et sur La Première depuis Oui, 3-4 ans. Et en fait, les, les programmateurs, comment on dit, le rédacteur en chef de l'émission, etc., ça fait longtemps qu'ils font un peu de la veille et qu'ils regardent ce qui se passe sur les autres radios francophones. Et les radios publiques romandes, en tout cas, elles ont toujours eu une excellente réputation auprès des Français parce que ce soit Couleur 3 comme espèce de pionnière des radios un peu, enfin des débuts des radios libres et du rock et du hip-hop, enfin des chaînes de radio un peu pionnières sur ce plan-là.
Voilà, c'est des chaînes qui ont toujours été respectées à l'extérieur. Et donc, simplement, ils ont eu vent de mon travail. Au même titre qu'avant moi, il y avait déjà des chroniqueurs belges à France Inter. Et puis, ils m'ont proposé de venir rejoindre. Et en fait, donc, la chance, c'était plutôt que très vite, quand j'ai commencé en Suisse, Couleur 3 et la première m'ait donné ma chance. Et voilà, on a vraiment de quoi être fiers. En fait, c'est marrant. On est un bassin de population de 2 millions de personnes. La Romandie, c'est rien. C'est pas grand-chose. Ouais. Et on a des médias publics et une force créative assez dingue, en fait. On met de l'argent au bon endroit et on encourage les bonnes vocations parce que voilà, la preuve, au final, la France qui a 30 fois plus de citoyens que nous vient recruter chez nous. C'est rigolo, quoi. Oui, tout à fait. Non, en effet. En 2018, tu affiches complet au Théâtre du Marais et puis ainsi qu'à la Nouvelle Ève, je crois. C'est ouais, le puis premier au Théâtre de l'Œuvre après ça. Voilà, c'est le premier grand spectacle qui s'intitule un spectacle drôle, je crois. Ouais. C'est ça. Donc, et puis, mais sur quoi il se base? Je crois que j'entendais des personnes qui disaient, qui avaient vu le spectacle, comme quoi ça parlait de la Suisse en général, je crois. Pas vraiment, non. C'est des spectacles un peu fourre-tout. Moi, j'admire les gens qui arrivent à faire un spectacle thématique en disant genre ok, je vais faire pendant 1 heure je sais pas, un spectacle sur l'amour et alors on décortique plein de choses et tout. Moi, il s'est vraiment créé par agrégat de j'avais un bout rigolo sur une rupture, j'avais un bout rigolo sur les végétariens, j'avais un truc et il s'est un peu fait comme ça. Et puis en fait, j'ai commencé à le jouer à Paris il y a 3 ans. En fait, il y a 3 ans, j'ai signé avec une production en France. Jusque-là, je tournais pas mal en Suisse. Mais quand j'allais bosser en France, c'était un peu par-ci par-là. Et en fait, le truc, c'est que Paris, comme il y a un gros bassin de population au même endroit, on peut faire ce qu'on appelle des résidences, c'est-à-dire qu'on reste dans le même théâtre 3 mois, 6 mois, machin. Mais pour ça, il faut avancer de l'argent. Parce qu'en fait, en quelque sorte, il faut louer la salle. Moi, c'est pas du tout une aventure qui m'excitait à faire toute seule, parce que déjà, j'avais pas l'argent, mais surtout... j'ai des problèmes avec la paperasse, donc moi, si je devais gérer mes factures moi-même, je serais en prison au bout de 3 mois. En fait. Et donc, il y a 3 ans, à peu près en même temps qu'en fait France Inter m'a proposé une chronique, j'ai des producteurs en France qui ont commencé à me tourner autour et qui m'ont proposé de venir faire une résidence. En me disant, pour les 3 prochaines années, on te propose de jouer plusieurs fois par semaine à Paris, d'abord dans une salle de 15 places, puis de 25, puis de 100, puis de 200, puis là, j'ai fini dans une 300. Et en fait, en commençant le spectacle il y a 3 ans, c'était cette espèce d'agrégat de trucs qui fonctionnait bien. Et en le jouant comme ça plusieurs fois par semaine pendant si longtemps, j'ai pas arrêté de le modifier. En fait, aujourd'hui, ce spectacle-là, la dernière fois que j'ai joué, forcément, c'était début mars, il a le même titre, mais il a peut-être que 15-20% en commun avec ce qu'il y avait il y a 3 ans. C'est-à-dire que je le fais évoluer au fur et à mesure. Tout à coup, il y a 5 minutes que j'aime moins. Il est modulable. Sur les chaussures, je les mets dans une chronique, puis comme ça je les vire, puis je peux faire 5 nouvelles minutes. Et donc il est un peu tout le temps fluctuant. Et je vais le jouer encore pendant 1 année à peu près en tournée en France et en Suisse. Et après on va le ranger et voilà, ce sera terminé. On peut te retrouver à la Cigale le 14, 15, 16 janvier 2021. Absolument. En fait, c'est un peu la routine normalement quand ils exploitent un spectacle, ce genre de prod en France. Ils vous le font faire dans des salles de plus en plus grandes pendant 2-3 ans. Et l'idée, c'est de clore comment est-ce qu'on dit l'exploitation du spectacle avec quelques grandes dates dans une salle un peu prestigieuse. Donc, ça signe entre guillemets la fin du spectacle à Paris, c'est de le faire à la Cigale parce que c'est une grande belle salle et tout. Et après ça, il y a encore quelques dates de tournée en France et en Suisse. Et puis après, on le range et on passera à la suite. C'est autre chose, d'accord. Voilà. D'ailleurs, toi, tu fais partie de ces générations d'humoristes, plutôt féministes, côté humour noir, ironique, avec beaucoup d'autodérision. Par rapport dans tes spectacles. D'ailleurs, toi, tu te considères vraiment comme féministe. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, la question du féminisme, en fait, je pense, il me semble, chez beaucoup de nanas de ma génération, il y a plein de questions ou de gènes ou de trucs qui jouaient pas, qu'on sentait pas très bien, sur lesquels on n'arrivait pas forcément à mettre des mots, parce qu'on n'avait pas encore l'appareil théorique et les concepts pour les défendre, mais dès 11, 12, 13, 14, 15 ans, on sent qu'il y a des trucs, des jeux de séduction auxquels on n'a pas envie de se prêter, ou alors des usages dans la drague qui sont chiants, ou alors des rapports dans la rue et tout. Et puis, il se trouve que ma génération, on a eu la chance là de vivre en même temps qu'une troisième vague féministe, notamment que l'importation de plein d'ouvrages théoriques sur ces questions-là des États-Unis, parce qu'il nous manquait un peu des ressources accessibles dans la francophonie. Et donc, tout à coup, il y a des gens, il y a plein de références, mais par exemple, dans la francophonie, Virginie Despentes, qui mettaient des mots théoriques et qui nous expliquaient le gros phénomène sur des trucs qu'on avait vécu dans la vie de tous les jours, mais on avait l'impression qu'on était toutes seules ou que c'était juste nous et nos copines, puis ça nous embêtait, mais voilà. Et là où on a eu de la chance,
c'est que MeToo, les Césars, Dépente, la question, le fait qu'on se pose la question du genre aujourd'hui, plein de choses comme ça, fait que c'est plus resté juste une problématique où on en faisait des blagues entre copines et ça nous ennuyait un peu. On a tout à coup, c'est accompagné d'un grand mouvement social, politique. La grève des femmes, je veux dire, la mobilisation, elle est un peu généralisée. Et voilà, oui, moi, ça me paraît, j'allais dire un engagement, c'est pas obligatoire, mais c'est assez automatique. Enfin, c'est tellement dans nos intérêts, mais même dans les intérêts de nous tous, c'est pas les femmes contre les hommes, c'est dans les intérêts de tout le monde, en fait, de démontrer certaines choses. Ouais. Que oui, voilà. Mais bon, c'est pas pavé dans la mare. Hein. Il y a beaucoup de nanas de ma génération qui ont un peu le même genre d'idée. Mais oui, voilà, oui, engagement féministe, j'ai envie de dire assez classique, quoi. Mais... Justement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à toutes ces jeunes femmes futures humoristes? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire si tu écouterais maintenant? Je pense que, et encore c'est en train de changer, mais je me rappelle quand moi j'ai commencé et je me rappelle avoir rencontré des filles qui avaient à peu près le même âge que moi et on commençait un peu tout en même temps, où on avait une espèce de misogynie internalisée, où sans vraiment le dire comme ça, on était persuadés qu'au final, au fond, les femmes n'étaient pas drôles et si nous on était drôles, c'est parce qu'en fait on était un peu garçons manqués, puis on n'avait que des copains garçons et cette espèce de détestation de soi un peu internalisée où en fait c'est hyper bizarre de dire ouais, moi je suis une nana, je suis drôle, mais en fait je suis un peu marrante parce qu'au fond, je suis un peu un mec et puis j'aime bien les garçons, j'ai plus de copains garçons et tout. En fait, ça sert à rien. De se tirer des balles dans le pied toute seule, de se détester soi, mais aussi du coup de casser une forme de solidarité avec les autres nanas qui font notre boulot en disant genre ouais, non, mais moi je suis pas comme elles toutes, moi je parle pas de trucs de filles, moi je suis divin. C'est vraiment, ça fait gagner de points à personne en fait. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on est arrivé dans un truc d'humour où t'es pas obligé de t'excuser d'être une nana, que ce soit comment tu te présentes physiquement sur scène, est-ce que tu as envie d'être féminine ou pas, d'en jouer ou pas, mais je veux dire, on n'est plus cantonné à genre le garçon manqué ou la cruche, parce que pendant un temps c'était un peu ça les deux seuls clowns qu'on permettait aux femmes quoi. Et voilà, ne pas se tirer des pieds, ne pas se tirer des pieds, c'est une fausse, c'est une expression qui n'existe pas. Ne pas se tirer des balles dans le pied tout seul, ni se tirer la bourre les unes les autres, parce que vraiment, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est plus constructif de s'entraider. Voilà, pas avoir peur des autres nanas et pas se détester parce qu'on est des nanas. Voilà, c'est un peu cliché, mais je le pense. Super, très bien. Ben, merci beaucoup, Marina. On arrive à la fin. Merci beaucoup, le Forum de l'Avana, c'était un plaisir. Non, mais merci à toi. Merci beaucoup, Marina. Et puis, bonne chance pour la suite, puis à tout bientôt. Mais ouais, à très vite en vrai, on espère. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, merci de l'avoir regardé. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.